Et la deuxième partie de notre émission Territoire d'Info, avec un invité politique en direct sur ce plateau, qui est le ministre chargé des relations avec le Parlement ce matin. C'est Marc Fesneau. Bonjour et merci d'être avec nous, Marc Fesneau. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Et bonjour Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Cyril. Quotidien français, merci d'être avec nous sur ce plateau. Marc Fesneau, on va parler dans un instant du Premier ministre qui vient au Sénat pour parler du grand débat tout à l'heure. Mais avant tout, cette initiative de partis politiques opposés qui souhaitent un référendum d'initiative partagée contre la privatisation de l'aéroport de Paris. Comment vous, le ministre chargé des relations avec le Parlement, vous jugez cette initiative commune de partis politiques très opposés les uns aux autres? D'un point de vue juridique, je n'ai pas à en juger. Il y a un dispositif qui est prévu dans la Constitution au titre de l'article 11 qui leur permet, dès lors qu'ils sont plus de 185, de soumettre un texte de loi aux Français. Il faut 4 millions de Français pour qu'il y ait un référendum. Oui. Non, mais quand même, il faut rappeler la procédure. Il faut rappeler aussi que c'est le Conseil constitutionnel qui, in fine, juge de la constitutionnalité de la demande. Et puis c'est la photo. Vous pensez qu'elle est constitutionnelle ? Moi, il ne m'appartient pas de parler à la place du Conseil constitutionnel. Mais politiquement, il y a quelque chose d'assez intéressant, d'étonnant. On pourrait dire détonnant et détonnant d'ailleurs. C'est de la photo auquel on a assisté hier, de voir des gens qui, à peu près sur rien, pensent la même chose. Mais qui s'unissent sur l'essentiel pour eux. Sur l'essentiel pour eux. En tout cas, un certain nombre d'entre eux avaient été d'ardents défenseurs des privatisations et dans des conditions qui sont beaucoup moins cadrées et publiques que celles que nous avons proposées autour d'Aéroport de Paris. Il y a quelque chose d'une alliance de circonstances qui est assez étonnante et ça donne plutôt un sentiment, non pas de... c'est vraiment le plus petit des plus petits dénominateurs communs qui s'est exprimé hier. Quand on n'a pas à soi-même une pensée politique, on essaie de se rassembler sur un sujet. C'est un coup politique, c'est ça ? Manifestement, c'est un coup politique. Enfin, la mise en scène participe d'un coup politique. Ils ont d'ailleurs le droit de faire des coups politiques. C'est pas le sujet. Mais je suis pas sûr que les gens soient tout à fait dupes de cette discussion. Est-ce qu'il y avait vraiment urgence à privatiser ADP ? L'État va se priver de 250 millions de recettes. C'est pas comme ça qu'il faut poser les choses. C'était dans un plan global. C'est pas la question de l'urgence. C'est une question qui est lancinante depuis un certain nombre d'années sur Aéroport de Paris. La question de fond, c'est est-ce que l'État doit être actionnaire principal et doit s'occuper d'une infrastructure comme celle-là quand, sur bien d'autres sujets, l'État est sollicité, sur d'autres infrastructures, d'ailleurs des infrastructures d'aménagement du territoire. Et c'était une façon aussi à la fois de désendetter le pays et aussi de se doter de moyens pour... pour répondre aux défis des infrastructures. Et puis ça n'est pas une vente, c'est une cession sur un temps long, certes, mais c'est une concession qui est donnée sur un temps long, considérant que des opérateurs d'une autre nature peuvent gérer aussi bien Aéroport de Paris. Reconnaissons aussi que dans les classements mondiaux, les aéroports de Paris, Orly-Roissy en particulier, ne sont pas considérés comme ceux qui donnent le plus de satisfaction en termes d'accueil et de service à ceux qui les visitent, si je peux dire, c'est-à-dire les voyageurs, et que c'est peut-être aussi une façon de faire en sorte que on améliore le trafic et les conditions d'accueil des voyageurs. Demain, le service sera de meilleure qualité. C'est l'objectif, c'est en tout cas la volonté que nous avons, et c'est ce qu'a exprimé à plusieurs reprises le ministre de l'économie et des finances. Il s'est doté... Il y a un certain nombre d'amendements parlementaires qui ont été faits pour permettre en particulier aux collectivités de pouvoir monter au capital, ce qui était aussi une bonne formule. Allez, Cyril le disait, Édouard Philippe sera cet après-midi au Sénat. Il était hier à l'Assemblée nationale. Quel va être le message d'Édouard Philippe aux sénateurs cet après-midi ? C'est un message qui vise à faire la restitution du grand débat. Je pense qu'on a besoin de ce temps. Il y a quand même des gens qui ont pris le temps d'écrire, qui ont pris le temps de participer à des réunions, qui ont pris le temps aussi de les organiser. Les maires, des associations, des individus. Et je pense que ce temps est un temps de restitution de ce qu'ont dit les Français. De ce qu'ont dit les Français parfois de façon homogène, et puisque de ce qu'ont dit les Français au titre de leur diversité, si je peux dire. Et je pense que c'est important que le Premier ministre, devant l'Assemblée nationale, il l'a fait hier, devant le Sénat aujourd'hui, puisse éclairer... Ce sera le même discours ou il sera plus orienté territoire forcément, on est au Sénat, il y a forcément une tonalité plus territoriale, puisque le Sénat représente les territoires, qui sera exprimée par le Premier ministre, j'imagine. Mais il y a une volonté pour le Premier ministre de mettre sur la place publique ce qui a été dit. C'est bien le moins de ce qu'on doit aux Français qui ont pris la peine soit de participer directement, soit d'écouter et de se rendre attentif à ce qui se passait. Alors, cette crise des Gilets jaunes, elle a bien montré aussi l'ampleur de la fracture territoriale. Qu'est-ce qui peut être annoncé demain autour de justement ce rééquilibrage grande métropole et petite... Il y a plusieurs choses, me semble-t-il. Il y a le rééquilibrage, d'ailleurs le Premier ministre l'a dit dès hier ou dès lundi, le rééquilibrage entre grande métropole et territoire hors métropole, avec des gens qui se sentent exclus des dynamiques économiques, des dynamiques culturelles, des dynamiques sociales dont peuvent bénéficier ces métropoles. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on arrive à construire dans ce qu'on a fait jusqu'alors, c'est-à-dire des grands ensembles, les très grandes régions, les très grandes intercommunalités. Il y a un sentiment de déshumanisation
d'éloignement, même d'abandon, et un sentiment qu'au fond, ce sont des grandes structures, des technostructures locales qui se sont constituées et sur lesquelles les Français n'ont plus prise. Troisième chose, je pense que dans la décentralisation qui a été à l'œuvre, on n'a pas réussi. Alors nous sommes au gouvernement, c'est nous qui sommes en responsabilité, mais reconnaissons que c'est une œuvre collective. On n'a pas réussi à identifier bien plus clairement qu'il ne faudrait les responsabilités de chacun. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, ça veut dire, que moi j'ai entendu des réunions auxquelles j'ai participé, et quand on regarde le compte-rendu des débats, que les Français, ils arbitrent pas tellement décentralisation, pas décentralisation, ils arbitrent pouvoir central, pouvoir local. Mais le pouvoir local, il peut s'exprimer aussi au travers de l'État. Donc on a besoin à la fois de construire avec les collectivités territoriales un pacte qui permette de mieux identifier les compétences. Il y a sans doute des choses à faire et à retoucher autour de la loi NOTRe. On voit bien ce que le président de la République a appelé les irritants de la loi NOTRe. On a finalement très uniformisé les choses au travers de cette loi et je pense qu'on a besoin de redonner un peu de différence au territoire. On ne peut pas gérer une compétence de la même façon, les transports dans la Creuse, comme on gère les transports, par exemple, en Île-de-France. Et donc on a besoin de donner la capacité au territoire, soit avec les préfets, soit avec les territoires, les collectivités territoriales, de mieux adapter la façon dont ils gèrent les compétences à la réalité territoriale. Puis la deuxième chose, peut-être, pour éclairer juste par deux sujets, il y a besoin de simplifier. Il y a un certain nombre d'acteurs économiques ou d'acteurs tout court, acteurs associatifs, qui vous expliquent que dès qu'ils veulent prendre une initiative, soit on n'a pas l'oreille, ou les collectivités ou l'État, c'est-à-dire qu'on ne prête pas attention à l'initiative qu'ils portent, soit les freins sont tellement importants qu'ils renoncent avant même d'avoir pu solidifier, si je peux dire, un projet. Et donc on a besoin d'avoir des structures territoriales de l'État et des collectivités qui accompagnent les projets. Et puis il y a un dernier sujet, moi j'entends aussi beaucoup chez les citoyens la volonté que l'État redevienne un État stratège autour des questions de logique d'aménagement du territoire, des questions économiques. Et on voit la réussite d'ailleurs des procédures que nous avons lancées, de territoire d'industrie ou cœur de ville, où finalement c'est l'État qui impulse avec les collectivités territoriales, dans un cadre de bonne entente, un certain nombre de politiques. Je pense que ce dont souffrent les gens, c'est le sentiment que les territoires ont été abandonnés par l'État. Et donc c'est ça aussi qu'il faut réhabiliter. Il y a un sujet qui inquiète le Sénat, les élus locaux, sur lequel les sénateurs alertent, c'est celui des 80 km/h. Édouard Philippe a semblé faire un mea culpa lundi sur la forme, pas sur le fond. Est-ce que le gouvernement peut revenir sur cette mesure et suivre le vote du Sénat qui avait proposé que ce soit les présidents de département qui décident? C'est pas tout à fait ce qu'avait proposé le Sénat. Le Sénat, il avait proposé de déléguer l'assouplissement au président de département et au préfet. Et au préfet. Moi, je pense qu'il faut de la responsabilité. C'est soit les uns, soit les autres. Ça peut pas être les deux. Soit on nous explique que les présidents de département sont les seuls et plus à même de déterminer les portions qui sont les plus dangereuses et qui doivent être à 80 km/h, soit on dit que c'est le préfet, mais cette espèce de... Là aussi, ça entretient la confusion des esprits, me semble-t-il. Donc soit l'un, soit l'autre, mais vous pourriez revenir dessus. Alors, première chose. Deuxième chose, le Premier ministre, il a expliqué... Moi, j'ai toujours soutenu cette mesure pour une raison simple, c'est une mesure qui vise à diminuer la mortalité sur les routes. C'est pas une mesure qui vise à autre chose. Alors, elle a pu être mal comprise. On a déjà disserté très longtemps sur cette question-là. Mais en même temps, il ne faut pas en rabattre sur la question de sécurité routière et sur le nombre de morts sur la route. On est quand même un pays qui n'a vécu que des épisodes un peu douloureux dès lors qu'on a pris des mesures de sécurité routière. Moi, je me souviens d'une époque où... J'étais très jeune, mais quand on a mis en place la ceinture de sécurité, il y avait des gens qui savamment sur les plateaux vous expliquaient que c'était une mesure dangereuse parce qu'on retrouverait les gens incarcérés et brûlés dans leur voiture. La réponse politique, c'est quoi? C'est des milliers de morts. Non mais c'est toujours sur ces questions-là une espèce de démagogie qui est à l'œuvre et que je regrette. Et donc à chaque fois qu'on a des épisodes, il y a eu le permis à points, c'était sous Bérégovoy, on se souvient qu'il avait bloqué le pays. Et donc je pense qu'il faut à la fois des mesures qui envoient des signaux clairs en termes de sécurité routière. Après, s'il y a des questions d'adaptation, on regardera, le président de la République et le Premier ministre regardons. La question, c'est pas tant la mesure de sécurité routière, c'est est-ce qu'il y a des portions sur lesquelles il n'y a pas besoin de passer à 80 km/h. Soit au président de département, soit au préfet. On verra ce que dit le président de la République et ce que décideront le président de la République et le Premier ministre. Mais la question de la souplesse peut être une question posée, mais la question d'en rabattre sur les questions de sécurité routière n'est pas une question pour moi responsable. On m'a accusé de remplir les caisses, a dit le Premier ministre. Oui, mais c'est vrai, alors que moi j'en ai souvent parlé avec le Premier ministre, la volonté c'était vraiment de sauver des vies, pas de remplir des caisses. Et on a fait un mauvais procès. J'ajoute que nous sommes dans une disposition où il y a une grande partie des radars en France qui sont aujourd'hui détruits ou dégradés, qui n'officient plus. Et on va les remplacer pour des plus performants, vous le savez. Oui, très bien, mais en tout cas dans l'intervalle, c'est là qu'on voit que la répression a son utilité. Et moi je suis un conducteur comme les autres et je n'aime pas la répression. Mais enfin, ne sont verbalisés que ceux qui dépassent la limitation de vitesse. Enfin, c'est pas une machine qui se met en route pour faire remplir les caisses. Enfin, on va dire les choses très clairement. Et on voit bien que le nombre de morts sur
sur les routes a commencé à se redégrader depuis le mois de janvier, depuis la période où les radars ont été détruits. Donc il faut qu'on trouve un équilibre. Mais quand vous êtes en responsabilité, le mot responsabilité a un sens. Et sur le nombre de morts sur les routes, il suffit d'avoir été sur un accident une fois dans sa vie pour comprendre que la vitesse est un élément aggravant et que donc il faut la traiter avec sérieux. Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement et notre invité politique ce matin en direct sur ce plateau. La défiance des Français à l'égard des élus est importante. C'est aussi une des remontées du grand débat national. Des voix s'élèvent aussi contre le bicamérisme ici et là. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, qui êtes en première ligne comme ministre chargé des Relations avec le Parlement, pour combattre cela? Faut-il le combattre? C'est très difficile de combattre dans le sentiment anti-parlementaire, anti-élu qu'il y a, mais je pense qu'on a plusieurs choses à faire. La première, c'est que chacun, dans nos attitudes et dans la façon de fonctionner, on fasse fonctionner bien les institutions démocratiques. C'était l'objet d'ailleurs du texte de loi constitutionnelle, qui était d'essayer de fluidifier un certain nombre de choses. Il faut que chacun puisse exercer ses prérogatives législatives, les prérogatives d'évaluation et de contrôle des deux assemblées. Il faut aussi qu'on trouve des moyens de mieux montrer ou même de mieux renforcer l'interaction avec les citoyens. Il peut y avoir des sujets dont se saisissent les citoyens ou qui leur posent question et dont les assemblées peuvent se saisir mieux. Et il me semble que ça, c'est un élément assez déterminant. Il faut aussi qu'on améliore nos procédures parce qu'il n'y a rien de plus désastreux que des textes de loi qui sont votés, c'est moins le cas au Sénat pour être très honnête, qui sont votés à 3 ou 4 heures du matin. Il y a 20 ans, on avait l'impression d'un acte héroïque. Quand on votait à 3 ou 4 heures du matin, il y avait quelque chose d'une guerre de tranchées politiques qui s'organisait en disant c'est formidable, on a voté à 4 heures du matin. Je pense que les Français, quand ils regardent ça, ils trouvent qu'on est soit inefficace, soit on fait des cachotteries. Vous parlez de cette réforme constitutionnelle, on en est où? On verra. Le président de la République, là aussi, s'exprimer là-dessus. Notre volonté, c'est... On voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui sont sur la table qui pourraient relever pour un certain nombre d'entre elles d'une révision constitutionnelle. Donc elle est toujours à l'ordre du jour. Oui, par nature, parce qu'on a parlé tout à l'heure du référendum d'initiative partagée. On voit bien que le seuil d'interpellation est un seuil suffisamment élevé pour qu'en fait il ne se soit jamais activé. La vérité, c'est ça. Et donc il faut peut-être aussi réfléchir à ça, mais ça relève du champ constitutionnel. On voit bien qu'un certain nombre de gens disent comment on peut mieux associer les citoyens. Est-ce que c'est au travers du CESE, par exemple? Là aussi, ça relève d'une réforme du CESE et donc d'un champ constitutionnel. Conseil et pour répondre à votre question... économique, social et environnemental. Pardon, vous avez raison, j'essaie d'éviter les acronymes, mais là j'en ai fait pardon, mais pour les spectateurs... Non, vous avez raison. Voilà. Vous avez tout à fait raison de le dire. Après... La question de la révision constitutionnelle, c'est la question de savoir si les deux chambres peuvent s'entendre et ont la volonté de procéder à une réforme constitutionnelle et après chacun prendra ses responsabilités. Et votre avis? Pour l'instant, j'ai pas d'avis parce que je ne porte pas de préjugés sur la volonté des uns et des autres. Mais c'est au pied du mur qu'on reconnaîtra ceux qui veulent construire un mur au bon sens du terme, bâtir quelque chose, une maison institutionnelle qui soit plus performante. Et c'est comme ça qu'on l'arrivera. Commune? J'en demande pas tant. Il y a deux chambres, donc chacun peut faire un bout de mur. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit nous interpeller tous. On voit bien qu'il y a des champs qui sont des champs constitutionnels. On voit bien qu'il y a nécessité de réformer un certain nombre de dispositions constitutionnelles. Et moi, j'espère que l'Assemblée nationale et le Sénat enverront des signaux pour montrer leur volonté de réforme, quitte à retravailler sur un texte qui permettrait à chacun de se saisir. Mais je vois mal qu'on mobilise le Parlement, parce que c'est un temps long, une révision constitutionnelle, pendant plusieurs séquences de plusieurs semaines, pour finalement aboutir à un petit jeu qui serait de dire « je refuse la révision constitutionnelle ». Marc Fesneau, l'actualité du jour, c'est la présentation en Conseil des ministres ce matin du programme de stabilité destiné à la Commission européenne. Les marges de manœuvre, aujourd'hui, pour la France, elle les trouve où sur le plan... Il y a eu 14 milliards déjà d'allègement de la fiscalité. Il y a un autre train de mesures qui pourrait être annoncé. Comment est-ce que la France va pouvoir respecter ses engagements européens? C'est un peu ce qu'a dit le Premier ministre hier. Il y a besoin à la fois d'essayer de trouver des marges. Et les marges, c'est aussi par la diminution de la dépense publique. Et donc, il faut essayer de trouver dans un certain nombre de réformes comment on peut faire en sorte, et c'est tout le travail que nous aurons à l'issue de cette affaire du grand débat, parce que je pense qu'en responsabilité, on ne peut pas laisser la dette et le déficit se creuser. Reconnaissons aussi qu'un chemin a été fait depuis 2017 et que nous sommes passés sous la barre des 3%. C'est pas en soi une satisfaction, hein. Il y a des pays qui sont... En tout cas, on a fait depuis 2 années un exercice budgétaire qui est un exercice budgétaire... Mais ce programme de stabilité sans les mesures des Gilets jaunes qui seront annoncées, est-ce qu'il n'est pas insincère? Un programme de stabilité, il vise à donner des perspectives sur le moyen et le long terme. Et donc c'est normal qu'on envoie... D'abord, c'est une récurrence, si je peux dire, de façon permanente. Tous les ans, on envoie ça... Tous les mois d'avril. Au printemps, on envoie à la Commission européenne notre programme de stabilité. Je pense qu'on a essayé jusqu'alors, et on l'a plutôt réussi, de tenir une forme de comment dirais-je, d'exigence
de tenue des comptes publics. Je rappelle que c'est le deuxième poste. Je rappelle que c'est le deuxième poste de dépense. Pardon. Je rappelle que c'est le deuxième poste de dépense du budget de l'État et que donc on doit faire en sorte que. C'est pas le Premier ministre qui vous appelle. C'est pas le Premier ministre qui m'appelle. Rassurez-moi. Pardonnez-moi, ça m'arrive rarement. C'est le deuxième poste de dépense de l'État et donc on lègue, on emprunte aujourd'hui, on fait du déficit et on lègue aux enfants et aux petits-enfants. Mais les économies, on les fait où? Mais ça participera de la sortie du grand débat. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre sur la table. Et je pense que les Français, d'ailleurs ils l'ont exprimé au travers du grand débat, ils voient bien les contingences qui sont celles à la fois d'essayer de trouver des marges de manœuvre en termes de pouvoir d'achat, mais aussi de ne pas dégrader le déficit. Puisqu'on parle de finances, est-ce qu'il y aura un projet de loi de finances rectificative dans les semaines à venir? Ça aussi fait partie de l'ensemble des mesures qui seront annoncées. Il y a deux possibilités, soit un projet de loi de finances rectificative, soit un projet de loi de finances à l'automne. On n'est pas finalement très loin de l'automne. Donc pas au printemps, parce qu'à un moment, il était évoqué un projet de loi de finances rectificative au au 5 printemps. avril. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas ce qui est sur la table. On verra dans les mesures qui seront annoncées si ça nécessite un PLFR ou un projet de loi de finances rectificative ou un PLF, projet de loi de finances tout court, mais ça on verra. Autre question sur la fiscalité, était également envisagée une réforme de la fiscalité locale au printemps, notamment pour définir les modalités de compensation de la taxe d'habitation. Est abandonnée cette réforme de la fiscalité locale? Non, on ne peut pas l'abandonner puisque de toute façon en tant que tel, la perspective, les mesures de compensation peuvent être mises dans le projet de loi de finances. Et ça n'empêche pas, mais de toute façon, vous voyez bien que la question de la fiscalité globalement est posée. Que c'est très facile sur les tribunes de dire il n'y a qu'à refondre la fiscalité locale ou la fiscalité tout court et que c'est des mesures qui sont de temps long, mais ça peut être une perspective de moyen long terme. Les mesures de fiscalité, les mesures de fiscalité locale, elles étaient pour répondre à la question de la suppression nette et sèche de la taxe d'habitation conforme à ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel. Ça reste sur la table et cette nécessité reste sur la table. Marc Fesneau, le Brexit. Alors quels sont les enjeux de ce Conseil européen extraordinaire ce mercredi, on le saura. C'est quoi? C'est l'idée d'un long report de divorce entre Londres et Bruxelles qui est sur la table. S'ils restaient les Anglais, finalement? Alors, la question du report, si question de report il devait y avoir, c'est pas une question de rester ou pas rester, c'est la question de conditions de sortie. Mais la question peut Moi, je voudrais alerter sur une chose, c'est ne croyons pas qu'un Brexit sec ou une sortie dure, comme on dit, satisferait qui que ce soit. Moi, je ne pense pas que ce soit une voie satisfaisante, mais ce n'est pas chez nous qu'il faut chercher les causes de cette difficulté-là, c'est chez les Anglais qui manifestement... En tout cas, les responsables publics, on va pas faire grief aux Anglais, les responsables publics ont été beaucoup sur les tribunes pour dire il faut sortir, et ils voient bien que les conditions de sortie, c'est-à-dire qu'ils voudraient pouvoir sortir et rester. Il va falloir qu'ils choisissent. On parle qu'ils restent, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Oui, presque. Mais donc, c'est peut-être pour regarder... S'ils restaient jusqu'à la fin de l'année, c'est la question de pouvoir avoir des voies de sortie, parce qu'on voit bien qu'il y a des questions autour de l'union douanière, il y a des questions autour de l'Irlande, puisqu'il y aurait une frontière à l'intérieur de l'État de la Grande-Bretagne, de l'État de Grande-Bretagne, et c'est là que ça pose un certain nombre de questions. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui pensent, et le président de la République non plus, qu'il faut punir qui que ce soit. Les Anglais ont décidé de sortir. Il faut qu'ils l'assument. Ce n'est pas notre décision, c'est la leur. Et deux, il faut que ça se fasse dans des conditions qui permettent à chacun de trouver sa place, et il n'y a pas de volonté de dégrader les uns et les autres dans sa place. Et moi, je pense que pour la nation française, pour les Français et même pour les peuples européens, il y a intérêt quand même à ce que le Brexit se passe dans les meilleures conditions. La question d'un Brexit dur est une question qu'il faut essayer d'écarter le maximum. Si c'est court. Question très rapide sur la loi anti-casseurs dont l'article phare a été censuré par le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il y aura une deuxième délibération sur D'abord, ça n'est pas l'article phare, il y a un certain nombre d'autres mesures. Il n'y a pas de deuxième délibération sur la table. Articles, est-ce qu'il y aura une deuxième délibération ou pas? Non, il n'y a pas de deuxième délibération aujourd'hui sur la table. Je pense que déjà, on va promulguer la loi et on verra ses modalités d'application. Merci beaucoup. Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci. D'avoir été notre invité politique ce matin. Merci Oriane Mancini, merci Patrice Moyon. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. A tout de suite. Merci beaucoup. Marc Fesneau quitte ce plateau et font leurs entrées deux éditorialistes qu'on a probablement vus en première partie de cette émission. Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions. Rebonjour et bonjour. Thierry Dupont de l'Express, merci d'être avec nous. On démarre tout de suite, si vous le voulez bien, sur cette initiative de partis politiques opposés, vraiment très opposés d'ailleurs, sur ce référendum d'initiative partagée contre la privatisation de l'aéroport de Paris, Guillaume Doyen. Une initiative commune de gens dont Marc Fesneau a dit qu'ils n'avaient rien en commun et qui veulent faire aboutir un projet qu'ils estiment essentiel pour le territoire, pour le coup. Ouais, alors c'est extrêmement malin de leur part, je trouve, que d'avoir récupéré un sujet précis qui peut être effectivement soumis au suffrage des citoyens. On parle de la droite et de la France insoumise. Hein. Oui, mais les socialistes.
Et des socialistes. Très, très malin d'avoir fait ça, d'abord parce que, effectivement, c'est une sorte de réponse ou de récupération, si on veut être critique, du mouvement des Gilets jaunes, qui réclame beaucoup ce type de référendum. Et ensuite, celui-là est parfait. C'est un vrai sujet de débat. Faut-il privatiser ou non un équipement aussi énorme qu'Aéroport de Paris ? Qui met en jeu énormément d'emplois. J'ai écouté ce matin sur les radios, avec le Grand Paris Express qui arrive, avec les dessertes. C'est pas simplement le sujet de l'aéroport qui est en cause. Non, alors... C'est l'attractivité de tout le territoire, tout ce qu'il y a autour. Tout le territoire est bien au-delà de l'Île-de-France, bien au-delà. Si vous voulez, les gens viennent des Hauts-de-France, viennent de Picardie travailler là. Et puis c'est stratégique, c'est un emplacement stratégique. Mais il y a un long chemin avant, objectivement, que ce référendum puisse se faire, Thierry Dupont. Oui, ça doit d'abord être validé par le Conseil constitutionnel. Le ministère il faudrait réunir à peu près 4,5 millions de signatures de la population. Marc Fesneau, il dénonce un coup politique, mais c'est un joli coup politique malgré tout. On le savait. La photo était édifiante. Socialistes, droite, France Insoumise ensemble, tous ces élus portant le même projet. Y compris au Sénat, ici, le chef de file des sénateurs républicains, Bruno Retailleau, qui est plutôt libéral d'habitude sur les questions économiques. Il avait dit on se prive d'un levier stratégique pour l'État. On a du mal à... Alors Marc Fesneau a dit oui, mais les aéroports de Paris comme Orly et Roissy ne sont pas très bien notés en termes de service aux voyageurs, et le passage au privé devrait permettre d'améliorer ce service. Est-ce que les Français ont envie, au fond, que des capitaux privés, notamment étrangers, contrôlent les aéroports de Paris? Avec des expériences diverses. On se rappelle de Toulouse, c'est ça. Voilà. Et simplement, c'est quand même un enjeu stratégique de contrôle aussi de l'entrée et de la sortie des populations. Vous avez vu que Jacques Lang a soutenu ses élus en disant qu'il ne voyait pas l'intérêt de privatiser, et que certains nombre de personnalités qui vont peut-être se joindre à ça pour essayer de faire. Alors, je n'avais pas vu pour Jacques Lang, mais à mon avis, c'est un sujet qui va vraiment monter, parce que ça n'est pas seulement le sujet de l'exécutif au pouvoir, c'est un vrai actif français. Donc, simplement, on peut dire aujourd'hui, c'est qui décide? Est-ce que ce sont des gens qui vont rester 2, 3, 4, 5 ans au pouvoir qui ont le droit de vendre un actif pareil? Moi, je me rappelais de lorsqu'on avait créé la métropole du Grand Paris, les élus franciliens demandaient pourquoi les aéroports étaient hors de leur périmètre de la métropole, alors que c'est un acteur, un levier et un moyen majeur de favoriser le développement économique. Messieurs, on parle, si vous voulez bien, de la défiance des Français à l'égard des élus. On en a parlé avec Marc Fesneau, le ministre chargé des relations avec le Parlement. Des voix montent d'un peu partout. On a vu que des résultats du grand débat national, c'est aussi cette défiance à l'égard des élus. Et puis ces voix qui s'élèvent contre le bicamérisme. Qu'est-ce que vous avez trouvé des explications de Marc Fesneau? Quelles sont crédibles ce matin sur notre plateau pour tenter de lutter contre cet sentiment, au fond, et vous êtes un spécialiste des élus, Guillaume Doyen, qui a un vrai éloignement des gens avec leurs élus. Il a dit une chose vraie, c'est que l'État n'est plus le stratège de l'aménagement du territoire et que sont creusées des différences territoriales absolument énormes. Il n'y a plus le ministère de l'aménagement des territoires en soi. Non, plus vraiment. Bon, et la DATAR qui existait dans le temps. Elle a disparu, elle est devenue le commissariat général à l'égalité des territoires. Bon, il faut faire un saut en arrière là. Voilà. Émile Biasini, la DATAR. Vous vous rappelez? Il n'y a plus de grande politique d'aménagement du territoire. Mais ça vient de ça, cette défiance à l'égard des élus, parce que c'est pas à l'égard de tous les élus en même temps. Vous dites souvent que les maires, Gérard Larcher dit les maires sont à portée d'engueulade. Les Français, dans le grand débat, ont replébiscité la commune comme l'élément fort, l'élément structurant, si vous voulez, de la vie politique française. Le maire est le plus populaire ou le moins impopulaire des élus, mais ça on le sait tous. Non, je disais, il faut attention juste à cette mythologie de l'aménagement du territoire. Hein. On l'a vu sur la SNCF, on a fait tout TGV pendant des années. Aujourd'hui, on s'en plaint. Donc bon. Et rapidement sur le bicamérisme, là, ces voix qui s'élèvent en disant, voilà, peut-être une chambre de trop. Moi, je vois mal l'exécutif actuel aller porter le fer contre le Sénat, notamment. Ça me paraît être un gros morceau. Deux petits sujets rapidement, on a peu de temps. Les enjeux de ce Conseil européen extraordinaire, donc ce mercredi.
Les Anglais vont peut-être rester jusqu'à la fin de l'année, finalement. Vous avez entendu Guillaume Doyen, pour commencer. Oui. C'est un mauvais feuilleton. C'est un très, très mauvais feuilleton. Voilà. Qu'à la fin de l'année, qu'en 2000. Oui, pourquoi pas. Mais pourquoi pas jusqu'à la fin de l'année? Et pourquoi pas une année de plus? Je ne sais pas, voilà. Ouais. Non, Marc Fesneau l'a redit. Il y a un vote des Britanniques, des Britanniques. Il faut qu'ils soient respectés. Ils ont choisi de sortir. Il faut qu'ils l'assument. Là, ils ne l'assument pas trop. Vous savez qu'il y a le verbe brexiter maintenant. C'est dit je m'en vais en restant. C'est ça. C'est le type qui brexite en soirée et 2 heures après qui est toujours là. Voilà, brexiter. Dernier sujet, c'est Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien sortant, qui est donc donné vainqueur des législatives. Voilà, ça y est, avec une coalition très à droite, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quoi? Une montée comme ça de la droite, des populismes un peu partout, j'allais dire sur tous les continents. Lui, c'est pas spécialement une montée, il est là depuis... non mais vous avez vu les alliés qu'il va prendre vont être encore plus à droite. On l'a bien vu lors de son dernier mandat, il a obtenu le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, la reconnaissance de Jérusalem de facto comme capitale. Il vient de signer des accords avec le Brésil de Jair Bolsonaro. Non, donc le Brésil, les États-Unis, Israël. La ligne dure l'emporte à peu près partout, si vous voulez. La question qu'on peut se poser, c'est la perte d'identité, qui est en jeu. C'est quels sont les autres pays qui vont céder là à ce mouvement de fond, qui est un mouvement comme de durcissement, si vous voulez, et de bilatéralisme, si vous voulez. Maintenant, les États sortent, si vous voulez, de systèmes multilatéraux avec des hommes politiques forts, brutaux parfois, qui décident eux-mêmes et qui sortent, si vous voulez, et qui recomposent la scène internationale. Guillaume Doyen, qui dirige la Gazette des communes, des départements et des régions, et Thierry Dupont de l'Express. Merci pour ce matin. On va regarder ensemble justement le Zap Matin de Christophe Combarieux, c'est-à-dire ce qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères, ainsi que dans les journaux télévisés et les émissions politiques hier au soir. A tout de suite, on se retrouve après. Parce que nous avons bousculé le pays pour le transformer, il est monté en France une colère. Il faut le constater humblement. La défiance demeure. Que quelqu'un pourrait me donner l'adresse de l'école où on apprend ainsi à parler pour ne strictement rien dire. Mais rien. En gros, il dit qu'il va continuer la même politique et il dit que même ce qu'il comprend, c'est un encouragement à continuer à aller plus vite, plus fort dans la direction qu'il a proposée. Le président de la République présentera prochainement ses orientations. Il l'a annoncé, ces décisions seront puissantes et concrètes. Quelle girouette! Mais franchement, il est pitoyable. Pardon de le dire comme ça, mais quand je le vois là, je me dis que face aux Français, comment est-ce qu'ils peuvent avoir confiance encore à leurs responsables politiques? Ce qui apparaît aux yeux de tous maintenant, c'est qu'avec ce grand débat, Emmanuel Macron essaye de gagner du temps pour lui. Et en essayant de gagner du temps pour lui, il en fait perdre à tout le pays. Emmanuel Macron a fait sa promo, il est parti en campagne partout, rencontrer des gens qu'il avait lui-même sélectionnés. Il suffisait dès la mi-novembre, dès le 17 novembre, de regarder ce qu'il y avait écrit sur les pancartes des Gilets jaunes pour comprendre ce qu'attendaient aujourd'hui les Français. Alors que la privatisation d'ADP fait plus que débat au Parlement, des députés sénateurs d'opposition ont apporté les 185 signatures nécessaires pour entamer la procédure d'un référendum d'initiative partagée. Le bon sens, ça n'est pas de privatiser nos aéroports de Paris, ça n'est pas de privatiser une frontière, ça n'est pas de privatiser un actif stratégique qui rapporte des millions d'euros dans les caisses de l'État chaque année. C'est le sauf qui peut des oppositions. On est dans le money time, on est à 2 jours de la fin du match. On va voter cette loi, ils se réveillent, alors ce débat, ils ont eu lieu pendant des mois. Moi, je trouve ça ridicule. Des bancs de la gauche au Parti communiste, ils sont 218 à avoir enclenché la procédure, soutenue par le Rassemblement national. Donc alliance entre les socialistes et les LR. Cherchez l'erreur. Il y a des insoumis. Attendez, la France insoumise, que va-t-elle faire, la France insoumise? Je ne sais pas. Ça sera une mauvaise affaire financière. Donc à partir de là, on s'interroge et je crois que c'est ce qui a amené tous les groupes à se mettre d'accord pour lancer cette pétition référendaire. Mais les gens ont du mal à penser pourquoi on l'offre à un privé. Mais on ne l'offre pas. Attendez, excusez-moi, mais il va payer un prix de marché. Après, la question, c'est est-ce qu'on est-ce qu'on le vend au bon prix? Et ça, c'est un débat qu'on peut avoir. C'est pour moi très clairement l'alliance contre nature de tous les conservatismes contre une loi qui est une loi de modernisation économique. Les parlementaires, sénateurs et députés qui se sont unis
ont convenu que c'était une singularité dans l'Alliance, mais qu'enfin, il y avait un intérêt qui était un intérêt supérieur, que c'était un service public d'intérêt national, et que nous ne pouvions pas laisser se commettre l'irrémédiable parce qu'il n'y a pas de machine arrière. Voilà, troisième partie de cette émission dans un instant avec l'actualité parlementaire. On s'y retrouve, à tout de suite.